Marque ultra tendance colorée et sponsorisée par les pharmaciens, qu'est-ce que vaut la rosée? Est-ce que l'engouement autour de cette marque vaut réellement le coup ou est-ce simplement du génie marketing? Aujourd'hui, on va plonger dans l'analyse approfondie de la marque La Rosée et moi, c'est la petite Gabi et je décrypte le marketing et les compositions de tes cosmétiques et ça sans langue de bois depuis 2016. Je sais pas si t'as vu, mais c'est une des plus grosses annonces de ma chaîne. J'ai enfin écrit mon livre sur les cheveux bouclés. Dans ce livre, tu vas retrouver énormément de choses, en fait, tout le savoir-faire et les connaissances que j'ai acquis pendant cette dizaine d'années où j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux, au naturel. Et dedans, tu as 240 pages où tu vas retrouver à la fois des outils de diagnostic, tu vas retrouver également comment décrypter les compositions, comment ne plus te faire avoir par les pièges du marketing, mais aussi des DIY basiques, économiques et écologiques à faire pour avoir de magnifiques cheveux. Et ça d'ailleurs, peu importe ta texture, tu vas retrouver les bases de la coloration au végétal, également comment styliser, des méthodes de stylisation. À l'intérieur, tu vas également retrouver des QR codes qui seront directement reliés en fait à des vidéos, que ce soit les DIY, que ce soit les techniques de coiffage, pour pouvoir tester et savoir laquelle est la plus adaptée. Donc il sort officiellement le 5 juin, mais il est totalement disponible en précommande, que ce soit sur les sites de la Fnac, Cultura, Amazon et dans toutes vos librairies indépendantes. N'hésite pas à cliquer dans le lien directement dans la description et en commentaire épinglé. Je suis trop fière de cet ouvrage, d'ailleurs je ne sais pas s'il en existe un avec autant de spécificités sur le marché, donc franchement, c'est une vraie fierté de pouvoir sortir un livre aussi complet. D'ailleurs, je pense que je pourrais largement écrire un tome 2. Si tu as des questions sur le livre, n'hésite pas également à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Merci à toutes celles qui l'achèteront et je te laisse avec la vidéo. Alors déjà, je vais te présenter un petit peu la marque. La Rosée, c'est qui? C'est quoi? Ça vient d'où? C'est une marque qui a été créée en 2015, qui génère pas moins de 35 millions de chiffres d'affaires en 2022, ce qui n'est absolument pas négligeable, n'est-ce pas? Et à la tête de cette marque, en fait, on a Colline Bertrand et Mao de Guibert, deux amis de la fac en pharmacie qui ont créé la marque de cosmétiques épurée de tous les composants cosmétiques qu'elles estiment sujets à critique. Bref, elles souhaitent reconquérir un secteur, être dans l'air du temps. Elles nous disent que, au comptoir de la pharmacie, elles ont rencontré des hommes et des femmes à la recherche d'une offre plus simple, plus vraie, plus responsable, sans superflu, sans promesses sophistiquées, et elles ont eu envie de créer une marque pour eux comme pour nous, de produits naturels efficaces, avec une sensorialité incomparable et adaptée aux peaux sensibles, dans laquelle vous pouvez avoir confiance les yeux fermés. Nous avons travaillé sans relâche pour trouver l'équilibre parfait entre naturalité et efficacité, sans oublier le côté plaisir grâce à des textures agréables et des odeurs coup de cœur. Imaginez que la marque est à la frontière de la dermatologie et de la cosmétologie pour allier le meilleur des deux mondes. Que de belles promesses pour La Rosée. Donc c'est une marque créée sur mesure pour la pharmacie, marque engagée et transparente dans laquelle on peut avoir confiance et se fermer. Voilà, je vous répète un petit peu les argumentaires marketing parce que c'est important pour la suite, pour pouvoir le décrypter, mais surtout le comprendre et à ton tour ne plus te faire avoir. La Rosée, c'est une marque qui prône la fraîcheur, la nature, l'hydratation, la transparence. Ils sont environ dans 5900 points de vente en France. Ils sont d'ailleurs en cours de développement puisqu'ils exportent désormais à l'étranger. Il y a déjà 2 filiales en Belgique, environ 300 pharma et également 300 pharmacies dans lesquelles ils sont implantés en Espagne. Donc le positionnement, bien entendu, comme toutes les marques que l'on traite sur cette chaîne YouTube, bah, c'est une marque naturelle avec de la transparence, avec de l'engagement, bref, voilà, les trucs qu'on aime bien, les trucs qui nous touchent, nous les naturalistas. Donc dans la gamme, on va retrouver des soins de visage, corps, cheveux, bébé, solaire, hygiène du quotidien. La cible, c'est plutôt, on va dire, la famille, hein, vu tous les secteurs que ça touche. Et pour les prix, on est en moyenne à 15 € les produits, même s'il y a des produits qui sont un tout petit peu plus chers, environ 30 €. Le packaging, on a du vrac et de la recharge. D'ailleurs, ça, c'est une très bonne initiative. Parlons déjà un petit peu de sa stratégie marketing et déjà de son positionnement en parapharmacie. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. On sait en fait de toute façon que les marques qui décident de uniquement, je dis bien uniquement vendre via le canal de la parapharmacie, parce qu'on ne peut pas dire pharmacie, étant donné que ce ne sont pas des médicaments, en fait, souhaitent avant tout rassurer le consommateur sur l'efficacité perçue des cosmétiques qu'ils vendent. Tout simplement, vendre en grande surface n'a pas du tout le même impact que de vendre dans une parapharmacie. Le côté milieu médical, rassurant, qui prône l'efficacité, comme on l'a déjà vu d'ailleurs dans l'analyse marketing de la marque Chlorane, qui date un peu, oui je sais. Donc l'environnement parapharmacie, de toute façon, c'est un environnement qui est particulier parce qu'en plus, on aura affaire à des
prescripteurs, les pharmaciens vont éventuellement rediriger une partie de leur clientèle qui souhaite peut-être chercher des cosmétiques un petit peu plus voilà, fancy. Et ce qui est intéressant, c'est comment la rosée a réussi en quelques années à se placer au même positionnement que de grands géants du marché comme Caudalie, Garancia ou encore Chlorane. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'air de ressemblance entre Chlorane et la rosée. Dites-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que vraiment, moi, ces deux marques, je les trouve extrêmement similaires. Donc bref, on a du Nuxe, on a du Melvita. Comment ils ont fait pour s'imposer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, en fait, on se rend compte qu'ils ont pris la partie, on va dire, haircare et bébé de chez Chlorane. Ils ont pris la partie skincare de chez Caudalie, de chez Nuxe. Voilà, toutes ces genres de marques un petit peu qu'on aime bien, un peu parapharmacie, un petit peu fancy aussi. Et alors, la rosée, il y a eu quelque chose qui m'a énormément interpellée, c'est la refonte du site internet. En effet, si j'avais analysé cette marque un peu plus tôt, on n'aurait pas pu voir ça à l'analyse marketing. En fait, c'est très intéressant de constater à quel point ils ont souhaité remanier leur image, parce que il y a quelques années, ils flirtaient beaucoup plus avec une image un petit peu plus enfantine. Je m'explique. J'ai pu remarquer que le site avait du coup drastiquement changé et que toutes les mentions se rapportant au naturel, aux plantouilles, avaient été un petit peu ôtées comme ça. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici sur des screens que j'ai prises d'une vidéo YouTube, en fait, on a juste l'impression qu'il s'agit d'une note d'iPhone avec plein d'émojis et qui donne en fait l'illusion que ce produit est composé uniquement de naturel. Et surtout massivement, parce que toutes les plantouilles qu'il y a dedans, là, ça fait beaucoup. Bref, donc on nous rajoute des plantes. Et en fait, c'est pas du tout en accord avec le site internet qu'on trouve aujourd'hui, parce qu'en fait, lorsqu'on a rédigé le script, moi et mon assistante, en fait, on s'est basé uniquement sur notre ressenti via le site internet actuel, et il est clairement pas du tout le même qu'avec l'ancien site internet. Parce qu'avant, on avait vraiment l'impression qu'ils essayaient de se positionner un maximum dans le créneau du végétal, du naturel, du bio, alors que là, on a justement affaire à un site beaucoup plus sérieux, beaucoup plus parapharmacie, même un petit peu plus luxe, avec une DA beaucoup plus sobre, beaucoup moins j'ai envie de dire adolescente finalement. Et je pense en effet que le précédent site internet a dû induire en erreur de nombreuses personnes, surtout quant aux compositions des produits, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Alors, la stratégie d'influence. Tu sais que j'adore parler d'influence marketing dans mes analyses, dans mes focus marketing d'ailleurs, et là, ce qui est intéressant. Alors, dites-moi si je me trompe, j'avais fait un sondage sur Instagram, mais personne n'a été capable de me répondre sur les influenceuses qui avaient promu la marque La Rosée. En effet, moi je n'ai jamais vu de sponsorisation La Rosée via une influenceuse que je suis personnellement. Est-ce que si toi tu en as vu, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires, donc bien évidemment avec le hashtag collaboration commerciale, mais là, pour le coup, je n'en ai jamais vu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont opté, je trouve, pour une stratégie d'influence qui vise, en tout cas, uniquement les parapharmacies. C'est ce qui est peu commun, je trouve, pour une marque d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas ou peu recours à l'influence marketing. En fait, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, quand on essaie de chercher des contenus sur La Rosée, en fait, les contenus qu'on croit, c'est uniquement des UGC, donc des User Generated Content, donc des contenus que les gens ont générés à leur propre initiative, et globalement, faites par les consommateurs. Les autres contenus promotionnels que j'ai pu voir sont des publicités sponsorisées par le compte de la marque. Donc c'est quand même très différent d'influence marketing, hein, qu'on mette bien les choses dans les bonnes cases. Et ça, en fait, je pense que La Rosée l'utilise tout simplement pour garder une image authentique. On évite justement cette petite association d'influence marketing, vous savez, à tout l'envers du décor, un petit peu télé-réalité, un petit peu placement produit frauduleux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'on a beaucoup aujourd'hui malheureusement, et qui est bien souvent malheureusement considéré comme très négatif auprès d'un certain public. C'est pourquoi tous les contenus que tu verras sur les réseaux sociaux sont bien souvent réalisés par des personnes lambda, à leur propre initiative. Les seuls contenus que j'ai trouvés, et il y a des contenus par contre que j'ai vus où j'ai eu des doutes, c'était des contenus créés par des créatrice, peut-être sans la mention collaboration commerciale rémunérée. Mais sincèrement, je sais pas, j'ai eu un doute affreux. Donc n'hésite pas à me dire si tu as vu de l'influence marketing sur cette marque. La débâcle de la neutralité carbone. Alors ça, ce chapitre-là, jamais je n'aurais cru te parler de ça dans une vidéo, mais c'est hyper important et reste accroché avec moi pour le raisonnement parce que ça va te permettre de te créer des armes et de comprendre le marketing de La Rosée, certes, mais aussi de savoir te défendre contre d'autres marques. Bref, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, d'ailleurs, on l'a vu comme précédemment sur ma vidéo sur Yepoda, qui se disent neutres en neutralité carbone pour le transport, je crois, de leurs cosmétiques. Donc, beaucoup de marques se positionnent comme neutres en carbone. On se dit, en termes d'émissions carbone, tout ça, mais comment ça fonctionne ?
quoi comprendre. Bref, tout ça, c'est un peu flou pour le consommateur. Le bilan carbone. En fait, La Rosée, c'est une marque qui se veut 100% transparente, et en fait, sa volonté de transparente l'a poussée un peu trop loin dans les orties, je pense, jusqu'à publier son propre bilan carbone qui est disponible sur son site. Un bilan carbone qui se tient d'ailleurs que sur 2 pages d'un PowerPoint. S'il y a des personnes d'ailleurs qui ont l'habitude de travailler dans son domaine, je serais très curieuse de lire votre analyse sur ce bilan carbone, parce que nous, on s'est heurté à une problématique quand on a rédigé ce script, c'est que en fait, on finalement comprenait pas. Voilà, tout simplement. On n'est pas suffisamment informé, éduqué sur la lecture d'un bilan carbone, et finalement, on comprenait pas ce qui était dit, et au-delà de ça, on n'avait aucune donnée comparative par rapport à une autre marque de cosmétiques pour savoir si cette marque est vraiment bien en termes d'émissions carbone. Donc, alors, on apprécie forcément cette transparence, cette volonté, en fait, de se faire auditer par d'autres entreprises pour trouver des axes d'amélioration et réduire son empreinte carbone. Ça, je valide à 100%. Mais pour le consommateur lambda, en fait, c'est ultra difficile de comprendre et de pouvoir comparer, puisqu'il y a peu de marques qui ont cette velléité de transparence. Toutefois, je tiens à souligner que le bilan carbone n'a pas été publié pour l'année 2023. Je vous signale qu'on est quasiment en juin 2024. Est-ce que c'est quelque chose qui prend plus de temps à faire? Est-ce que c'est normal de ne pas l'avoir en juin 2024? Ou est-ce que la marque a tout simplement arrêté les audits, tout simplement, et de publier des bilans carbone parce que peut-être que déjà il y a un manque de pertinence, mais il y a peut-être aussi une autre explication, c'est que est-ce que celui-ci aurait-il explosé par rapport à l'année 2022, puisqu'il y a une expansion internationale, notamment en Corée, comme nous le prouvent ces images. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur le fait qu'il est aussi très intéressant de constater que dans leur bilan de carbone, il est fait mention de fret à hauteur de 9,3%. Le fret, c'est donc tout ce qui concerne le transport de marchandises, et La Rosée nous signale qu'ils sont neutres en termes d'émissions carbone grâce aux compensations carbone du groupe de La Poste qui livrait les pharmacies parisiennes avec des vélos cargo. Tout ça, je l'ai trouvé sur le site. Et alors là, tu te dis, oulala, Gabi, ça fait beaucoup là, non? Ouais. Déjà, je suis hyper perplexe pour 2 choses. J'ai du mal à croire que des vélos cargo soient déployés dans toute l'Île-de-France pour livrer des parapharmacies. Je sais pas. Écoutez, si vous êtes pharmacien en Île-de-France et que vous faites livrer par des vélos cargo pour La Rosée, dites-moi ça en commentaire. Je suis hyper curieuse parce que j'ai du mal à voir comment ça peut... Ça peut fonctionner, quoi, finalement. De plus, là, on va se pencher sur le marketing de La Poste, parce que ça, c'est encore plus passionnant. Vous savez, moi, j'ai 2 passions dans la vie, c'est la cosmétique, l'esthétique et les bagnoles. On va analyser un petit peu le marketing de La Poste concernant les émissions carbone. Ouais, j'aurais jamais cru décrypter le marketing de La Poste dans une vidéo qui parle, et sur une chaîne YouTube qui parle de cosmétique, mais pourtant, écoutez, voilà, on est là pour ça. Donc, sur le site internet, on voit que La Poste est très fière de sa flotte de 37 000 véhicules électriques et se dit neutre en émissions carbone. Cependant, un article de Mediapart nous alerte qu'il ne s'agit que de marketing, car en effet, les émissions de La Poste en termes de CO2, même s'ils annoncent avoir diminué de 22% les émissions en 2020 par rapport à l'année 2013, en 2020, Covid, bon, alors ça y est, on n'est pas Einstein, voilà, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre pourquoi il y a une baisse de 20% en 2020, et surtout qu'elle souhaite se sortir des énergies fossiles en 2030. Il est très aisé de se rendre compte que La Poste, en réalité, en 2020, connaît une hausse de 40% en termes d'émissions de CO2 par rapport à l'année 2019, selon son propre RSE. Voilà, tout va bien. La Poste a expliqué pourtant à Mediapart que l'augmentation des émissions de CO2 sont tout simplement liées à l'augmentation des volumes de colis et de la croissance externe liée tout simplement au Covid, etc., mais qu'elles sont compensée par l'achat de crédits carbone dans des pays en développement pour aider à la restauration des écosystèmes. Et là, tu vas me dire, Gabi, mais qu'est-ce que l'achat de crédits carbone? Et surtout, quel rapport avec La Rosée? Eh bien, on va se plonger un petit peu là-dedans. Alors, aujourd'hui, il y a plein de marques qui veulent se vendre en donnant bonne conscience aux consommateurs. Tout simplement en assurant que leur projet et les émissions carbone ne fait finalement ni de bien ni de mal à la planète. Et ça donne un argument de vente supplémentaire. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que des projets qui permettent la réduction ou en tout cas la séquestration de gaz à effet de serre peut recevoir un crédit carbone si le projet est attesté par un certificat qu'il a réussi à réduire ou éviter
séquestrer une tonne de CO2. Tu savais d'ailleurs que Tesla était rentable uniquement grâce à la vente de crédits carbone. En effet, vu qu'ils produisent uniquement des véhicules électriques et qu'il n'y a pas d'émissions de CO2 directement par ces véhicules électriques ou de NOx, qui sont des émissions émises par les diesels, ils ont pu revendre tous les crédits carbone qu'ils ont gagnés, ce qui fait un total, je crois, sur toute la durée de vie de Tesla, de 9 milliards de dollars depuis 2009, ce qui est quand même énorme. Et en fait, ils revendent leur crédit carbone à des constructeurs comme Honda, Land Rover, Jaguar, qui ne produisent pas ou peu de véhicules électriques, ou en tout cas qui n'en vendent pas suffisamment, tout simplement afin de compenser la différence et d'éviter de payer une amende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux commercialiser uniquement des voitures de sport, eh bien, tout simplement pour éviter de payer une amende, j'achèterais des crédits carbone à Tesla. Voilà, c'est un peu j'achète le totem d'immunité, en gros. Voilà, j'espère que tu as compris le truc. Et donc, là, on se dit, mais du coup, Tesla, c'est une entreprise... c'est une entreprise incroyable, elle est vertueuse, elle est écologique. Cependant, on sait tous que la fabrication de batteries nécessite énormément de matériaux, comme le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le manganèse, qui sont parfois et malheureusement extraits par des enfants dans des mines au Congo ou de façon illégale dans des pays d'Amérique du Sud, enrichissant les cartels. Bon, si on met ça de côté. On se met ça de côté. Il y a une autre problématique qui se pose avec les véhicules électriques, c'est que les batteries, c'est compliqué à recycler, quoi. En effet, le moindre choc, le moindre petit accident, le moindre accrochage sur une Tesla, ou toute autre voiture électrique d'ailleurs, eh bien, peut envoyer ta voiture à la casse. Je m'explique. En fait, tout simplement, les constructeurs automobiles, lorsqu'il y a un choc sur une voiture électrique, préconisent le changement des batteries. La problématique est que le prix de la batterie représente souvent 50% du prix total du véhicule, et ce qui fait que les compagnies d'assurance estiment qu'il est tout simplement pas rentable de racheter une batterie sur une voiture qui a déjà roulé, et donc c'est bien pourquoi beaucoup de voitures électriques finissent à la casse lorsqu'elles sont accidentées. Les casses qui d'ailleurs ne savent pas souvent trop quoi en faire, puisque il faut des techniciens spécifiques pour venir prendre soin et ôter les batteries des véhicules, et bien souvent les Tesla et autres petits aspirateurs restent dans les casses pendant des mois et des mois en train de pourrir. Donc ce qui était censé être une économie circulaire se transforme plutôt en une catastrophe écologique. Il faut savoir aussi que les voitures électriques c'est mignon, mais elles émettent aussi beaucoup plus de gaz à effet de serre lors de leur production, de par leur batterie, que les voitures thermiques. Et la question forcément qui se pose, c'est à combien de kilomètres est-il rentable d'avoir une voiture électrique ou une voiture thermique. Donc on se rend bien compte que les crédits carbone ne sont pas aussi vertueux qu'ils prétendent l'être. Regardez l'exemple de Tesla. Voilà. Je peux supposer qu'il y ait des projets un petit peu plus écologiques, mais sachez qu'il y a également aussi beaucoup d'entourloupes marketing. N'hésite pas du coup à mettre un petit like si je t'ai appris des choses sur le crédit carbone, et à commenter « Paye ta Tesla » si tu veux que la chaîne gagne en visibilité. Autre petit point stratégique de la rosée, collaborer pour être découvert. La rosée, en fait, tout simplement pour grappiller des parts de marché, a notamment intégré dans sa stratégie marketing des idées de collaboration avec un type de clientèle qu'il souhaiterait viser. En effet, on constate une collaboration récente avec la marque Cézanne qui vise généralement les femmes urbaines, sophistiquées, principalement âgées entre 25 et 45 ans, CSP+, qui ont un attrait de toute façon avec les marques avec une forte dimension éthique, avec une forte valorisation de la matière durable, enfin bon, cette petite touche écologique tout en étant stylée, quoi. Donc ils ont récemment collaboré avec Cézanne, et on peut aussi notamment noter la collaboration avec Lala, une marque franco-marocaine de sacs et d'accessoires, et également une collaboration avec Des Petits Hauts, qui est d'ailleurs exactement dans la même configuration que ces trois autres marques. En fait, c'est uniquement la confection de pochettes pour pouvoir ranger leurs produits cosmétiques. Alors, autre chose qui m'a beaucoup passionnée sur leur site internet, c'est qu'on retrouve désormais d'ailleurs sur beaucoup de sites, y compris comme sur Yepoda, Typologie, enfin bon bref, quasiment sur tous les sites,
on retrouve le fameux onglet diagnostic qui nous permet de nous créer une routine skincare sur mesure pour les personnes qui ne sont pas familières avec les routines skincare à rallonge. Alors, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que bien souvent, les marques aiment bien augmenter artificiellement, si tu veux, le panier moyen. Moi, lorsque j'ai répondu au questionnaire avec ma peau acnéique, comédogène, un petit peu relou, voilà, on va pas se mentir, je me suis retrouvée quasiment avec 150 € de routine skincare, mais surtout avec 4 sérums appliqués le matin. Ça fait beaucoup là, non, bon, ça fait un peu beaucoup. Outre le fait que j'en ai 4, ils étaient absolument pas adaptés à mes besoins skincare, voilà, je tiens à le préciser. Parce que j'avais un sérum hydratant, mais j'avais surtout un sérum à base 100% d'huile, ce qui est pas du tout pertinent sur une peau comédogène. De plus, ayant une acné inflammatoire, il est très vivement déconseillé d'utiliser des gommages à grains, puisque tout simplement ça peut augmenter les inflammations de ton acné. Et globalement, quand tu as de l'acné inflammatoire comme ça, eh bien, il faut utiliser des peelings chimiques. Justement, ça va grignoter ce qu'il y a dans tes petits pores et ne pas inflammer et même d'ailleurs réduire l'inflammation, notamment s'il y a des BHA à l'intérieur. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que j'ai pas, dans la routine, pu retrouver la présence d'une crème solaire, en tout cas dans la routine du visage, pour éviter les taches d'hyperpigmentation qui sont liées à l'acné. Et c'est pas comme si leur gamme comportait une crème solaire pour le visage. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, je souligne. Alors oui, il y a que peut-être des passionnés skincare qui font attention à ces détails, mais c'est des choses que je dois souligner dans une analyse marketing. Je trouve que c'est un peu léger le diagnostic, quoi. Je trouvais que Yepoda était beaucoup plus pertinente. Vous m'avez dit que j'étais archi dure avec Yepoda, moi je vous le dis. Là, pour l'instant, je trouve, en tout cas pour la partie diagnostic, que Yepoda était plus pertinent. Bon bref, maintenant on va passer aux analyses des Inky. Donc c'est ce qui t'intéresse globalement le plus, sinon tu peux aller directement à la conclusion ou mettre ce petit truc sans le son, tout simplement pour augmenter mon watch time si tu aimes le travail que je fais, parce que je te le dis, moi je me tire une balle dans le pied là avec les collaborations sur les marques. Moi littéralement là l'argent il part quoi. Hein. Clairement quand je fais des analyses marketing comme ça, tu peux être sûr que les marques ne me contacteront jamais pour faire une collab. Donc je vais commencer par un produit d'ailleurs qui ressemble beaucoup à un de chez Chlorane. C'est le masque solide 3 en 1 à l'argile blanche qui est décrit comme ultra doux, qui va régénérer ta peau en douceur, glycérine qui va hydrater. Il est formulé à base d'eau, d'argile blanche, de glycérine, donc qui va hydrater la peau. On va retrouver un propylène glycol qui est pas mauvais en soi, mais bon, la création du propylène glycol, c'est pas 100% naturel. Bon, moi je les mets souvent en jaune dans la composition, mais ça... Il y a tellement pire. En fait, il y a tellement pire. Voilà, moi, je me suis un peu assouplie sur ce genre de truc. Donc, on va retrouver un sodium stearate qui va être utilisé en tant qu'actif nettoyant, du dioxyde de titane, de la gomme, du parfum et de la soude. Donc, la composition de ce masque est plutôt bonne. Cependant, je trouve que le prix est légèrement trop élevé par rapport à un masque à l'argile assez basique. Tu peux faire la même chose chez toi pour quelques centimes d'euros avec ton argile blanche, un petit peu de glycérine et de l'eau et tu auras exactement le même effet sur ta peau. Ou alors tu peux te tourner vers les masques Cartier où tu peux trouver à 1,44 € en parapharmacie également. Maintenant, passons à la lotion tonique reminéralisante et rafraîchissante. En termes de marketing, là, on nous met l'accent sur les oligo-éléments, les minéraux issus de la mer. Donc, dans la composition, nous allons retrouver de l'eau, puis ensuite un extrait d'eau florale de rose de Damas, qui est un hydratant, le propanédiol, qui est un hydratant, le pentylène glycol, puis une eau florale de camomille romaine, du sel de mer, donc les fameux oligo-éléments, de l'inuline qui est là pour adoucir et apaiser la peau, de la glycérine pour l'hydratation, 2 extraits différents de chèvrefeuille, pour donner, on a aussi des arômes pour donner du goût à la brume et des conservateurs qui sont autorisés en cosmétique bio, mais également un allergène qui est le linalol qui ne conviendra peut-être pas aux peaux sensibles et réactives. Bon, là globalement c'est pas mal, ça ressemble aux compositions on va dire un petit peu plus classiques. Maintenant, passons au sérum à l'acide hyaluronique. C'est vraiment le sérum de base, on va dire que tout le monde a maintenant dans sa routine skincare. Ce qui est intéressant dans l'argumentaire marketing, c'est qu'il est signalé qu'il contient 2 acides hyaluroniques à haut poids et à bas poids moléculaire. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose.
Quand on va dans l'inky de la marque, on retrouve donc de l'eau, du propanédiol qui est un irritant, de l'érythriol pareil qui est un hydratant humectant, de la glycérine hydratant humectant et ensuite du sodium hyaluronate qui arrive en 4e position, puis du jus d'aloe vera en poudre, un extrait de pomme, de l'inuline qui est là pour apaiser, un épaississant qui est la gomme xanthane, le 1,2-hexanédiol qui est là pour en fait aider à la miscibilité, à faire notre petit mélange. En revanche, on va retrouver du parfum. Alors c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage parce que tout simplement, qui dit peau sensible dit éventuellement intolérance au parfum. Et c'est vrai que, alors je comprends l'idée d'avoir une expérience sensorielle qui est sympathique, mais c'est vrai que pareil, j'ai toujours du mal à comprendre ce positionnement. D'ailleurs, même remarque que j'aurais dû faire à Yepoda, toujours on veut aller vers les peaux sensibles, mais vous savez que la plupart des peaux sensibles ne tolèrent pas énormément de parfums, des allergènes dans les compositions, et c'est vrai que pour moi il y a un léger manque de cohérence, surtout dans l'univers de parapharmacie. C'est vrai que pour le coup, pour les peaux extrêmement atopiques qui réagissent à beaucoup d'ingrédients, ou en tout cas le fait qu'il y ait moins de parfum dedans, c'est pas une mauvaise chose. Et effectivement, pour une peau qui est allergique au parfum, moi je préférais 1000 fois conseiller du Aven, voire du La Roche-Posay, même si c'est des groupes pas ouf en soi, mais si ça peut soulager la personne à court terme, pourquoi pas. Autre petite critique, c'est que c'est tout simplement un soin à l'acide hyaluronique et donc on est là pour de l'hydratation. En revanche, si on veut un soin traitant, ciblant, notamment que ce soit l'anti-âge, l'acné, la rosacée, ce genre de choses, effectivement, ça sera peut-être pas pertinent. Maintenant, on va passer au fameux sérum visage repulpant qui m'a été conseillé moi dans ma routine skincare. Donc il est indiqué qu'il est aux 5 huiles végétales biologiques et qu'il est censé nourrir l'épiderme pour une peau plus rebondie, et on va retrouver en fait ce qu'on appelle des huiles estérifiées avec du capric triglycérides ainsi qu'un ester donc d'huile qui est issu de l'acide gras de la noix de coco. Donc on n'est pas sur des huiles 100% nobles, 100% première pression à froid, on est sur des huiles qui ont été, on va dire, raffinées, modifiées chimiquement afin d'avoir une meilleure qualité d'absorption sur la peau, une vitesse d'étalement plus agréable. En fait, ça, c'est notamment pour la sensorialité. Mais ensuite, on va effectivement retrouver de l'huile d'amande douce, un extrait de squalane qui est là pour l'hydratation, qui est issu de l'huile d'olive, puis ensuite de l'huile d'abricot, de sésame, de rose musquée. Alors attention, pareil, l'huile de rose musquée, c'est une des huiles qui est les plus comédogènes. Donc pour la peau, pour les personnes qui ont tendance à avoir une peau acnéique comédogène, pareil, là, je me pose la question de la pertinence, en tout cas, de conseiller ce produit dans le cas d'une personne qui te dit qu'elle a de l'acné, des cicatrices, ce genre de choses. De l'huile de tournesol et du parfum, de la vitamine E et aussi des extraits de végétaux comme le romarin et la vanille qui sont là pour traiter et éventuellement parfumer le produit. Là, en termes d'avis, la composition est plutôt nickel. C'est clairement un sérum que tu pourrais retrouver estampillé bio si on fait effectivement abstraction du parfum et des substances qui peuvent éventuellement créer des allergies. Donc là, pareil, même discours que précédemment. Si tu as une peau atopique, c'est peut-être pas le soin le plus pertinent. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille pour les peaux matures, les peaux sèches, les peaux qui ont besoin de nutrition. Donc moi, je regrette un petit peu que ce sérum il soit qualifié de replumping, de repulpant, parce que repulper, ça veut dire réhydrater, donc à apporter des émollients. Et là, en fait, on va juste apporter du gras. Alors le gras, c'est la vie, qu'on se le dise, et c'est très important dans les cosmétiques, mais c'est vrai que l'apport d'eau va donner un aspect plus repulpé. En revanche, l'huile va éviter les pertes transépidermiques d'eau de l'épiderme vers l'extérieur. Donc, c'est un avantage, mais c'est pas ça qui va repulper ta peau, quoi. C'est vraiment une synergie de tout ça. D'ailleurs, si tu as testé la marque La Rosée, n'hésite pas à me faire des feedbacks dans les commentaires, puisque moi, je ne compte pas tester La Rosée. En tout cas, pas une routine skincare complète. Vraiment, là, il y a trop peu d'actifs pour moi. N'hésite pas à me faire part si ça a eu un intérêt pour ta peau ou pas, et pour ton porte-monnaie aussi. Maintenant, passons à l'analyse de la crème solaire. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus sur ma chaîne YouTube. Et j'avoue, j'étais un petit peu mitigée quand j'ai lu les promesses marketing. En effet, on lit dans la description que grâce à une base naturelle et un complexe de filtres organiques nouvelle génération, sa formule facilement biodégradable, résistant à l'eau, sans aucun impact sur la biodiversité marine. Ensuite, on voit que on a de l'huile d'abricot bio qui va nourrir la peau pour un bronzage lumineux et durable, comme si c'était l'huile d'abricot qui nous donnait un bronzage lumineux et durable. Ici, on a l'impression en fait que c'est une crème solaire qui est 100% naturelle, qui est presque bio, puisqu'elle est organique et biodégradable. Lorsqu'on descend dans l'onglet composition, là, je suis encore
un petit peu plus mitigée, puisque la formule est décrite comme une base voilà, naturelle, en premier lieu, huile d'abricot, prébiotiques, noix de coco, aloe vera, vitamine E, et ensuite vient la mention des filtres solaires et de l'ingrédient qui permet cette formulation, soi-disant waterproof, comme le truc qui fait que c'est bien. Ce qui est ultra intéressant, c'est que marketingment parlant, on vous présente vraiment un produit sous le prisme qui vous semble naturel. On vous le présente comme une alternative aux crèmes solaires minérales qui font des effets blancs. Mais là, en gros, comme c'est un filtre nouvelle génération et organique, toi, voilà, organique, tu vois où je veux en venir, qui n'a absolument pas d'impact sur la biodiversité, l'environnement, etc. Donc ça, tu dis, oui, cool, bah c'est super, c'est naturel, c'est safe, etc. Sauf que j'ai trouvé une étude de la WCF et de Agir pour l'environnement concernant l'impact des crèmes solaires sur l'homme, mais aussi, du coup, forcément sur l'environnement, et ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur les filtres solaires qui sont mentionnés ici. Donc, il est très intéressant de constater que cette étude nous mentionne que avec plusieurs autres études, qu'il y a très peu de données sur les nouveaux filtres solaires que l'on retrouve actuellement, mais que l'on retrouve aussi ces ingrédients dans diverses parties du globe, je vous mets les screens juste ici, avec un impact plus ou moins significatif sur l'environnement. D'ailleurs, je te laisse l'étude directement dans la barre d'infos si tu veux aller checker tout ça, parce qu'il n'y a pas que ces filtres solaires-là qui sont analysés, il y a toutes les autres. Et alors là, je vais faire un petit point qui est quand même très intéressant et j'aimerais bien que vous le reteniez. Quand on vous dit filtre solaire organique, en fait les anglophones, comme moi, organique, dans votre tête ça sonne bio, puisque organique, la translation, c'est naturel, bio, qui vient de la terre. Le problème, c'est que les filtres organiques, ça ne veut strictement rien dire, ou du moins c'est une petite pirouette marketing pour voilà, faire passer une autruche pour un dindon. Voilà, autrement dit, les filtres organiques égale filtre chimique, ça n'a pas d'autre appellation. Les filtres, entre guillemets, qui ne perturbent un peu moins notre système endocrinien, on va dire ça comme ça, sont les filtres minéraux, sont les filtres blancs, qui laissent des traces blanches sur la peau si vous les choisissez en non-nano-particules, et qui effectivement ne conviendra pas aux peaux mélaninées, puisque bah, ça va vous rendre le petit teint de Casper, quoi. Ça va vous griser, effectivement. Je comprends que ça puisse être très peu agréable pour les personnes qui ont plus de mélanine sur leur peau. Cependant, je tiens tout de même à rappeler que le soleil est extrêmement dangereux et à choisir entre la crème solaire et le cancer de la peau, le mélanome. Privilégiez tout de même la crème solaire, qu'elle soit minérale ou chimique. Toutefois, si vous comptez vous baigner, si vous tenez aux écosystèmes marins, n'hésitez pas à vous munir de maillots de bain anti-UV, un petit peu façon combinaison de plongée qui vous couvre quasiment de la tête aux pieds. Ça peut être une alternative beaucoup plus saine, en tout cas si vous souhaitez vous baigner sans défoncer tout l'écosystème, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Finalement, en fait, celles qui portaient le burkini, elles sont juste en avance, en fait, elles protègent juste les fonds marins. Voilà, tout simplement, voilà. Et allons tous à la plage en burkini, tout simplement pour prendre soin des fonds marins, éviter de buter les coraux, les poissons et donner des cancers de la peau aux requins et aux dauphins. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal. Hein. Voilà, ça éviterait de la discrimination pour tout le monde, ce serait cool. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que cette solution, notamment si vous avez des enfants, n'hésitez surtout pas à les couvrir. Donc globalement, même si ce sont des filtres chimiques, c'est une composition plutôt convenable. En revanche, je regrette un petit peu ce greenwashing ambiant. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact. Si, tout a un impact, c'est juste qu'on ne connaît pas encore lequel. Et puis, comme on retrouve déjà ces composés sur diverses parties du globe, je suis un peu mitigée, moi, sur ça. Dans 10 ans, on nous dira que ça se trouve, c'était une catastrophe et que... et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, il y a peut-être 2 ans, j'ai assisté à une conférence avec un très très gros ponte de la recherche sur les crèmes solaires, sur les milieux aquatiques qui était hawaïen. J'ai Craig Davis ou Davis Craig, j'ai complètement remixé son prénom. Toujours est-il que ce monsieur nous expliquait que, elles soient chimiques ou minérales, les crèmes solaires avait un impact significatif sur la biodiversité marine. Ensuite, j'ai vu que La Rosée avait sorti une marque de haircare avec le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc évidemment, les curlières sont toujours exclues, mais bon, j'ai envie de dire, bon, on ne change pas. Voilà.
On change pas une équipe qui gagne. Non, je taquine, mais en vrai, je trouve d'ailleurs que les compositions sont plutôt bonnes. On retrouve tout de même la présence d'un ammonium quaternaire pour celles qui ne souhaitent pas en utiliser dans l'après-shampoing et dans le masque, afin de donner un démêlant suffisant aux personnes qui seraient sujettes aux nœuds inextricables, mais aussi l'ajout de nombreux extraits de protéines afin de renforcer et gainer la fibre capillaire. Donc si un jour tu oublies ton shampoing et ton après-shampoing et ton masque et que tu veux quand même un truc qui puisse faire le taf et que voilà, tu veux juste avoir du gel de lin à proximité pour fixer tes boucles, je pense que cette gamme, en tout cas le shampoing et l'après-shampoing, je crois qu'on est à une dizaine d'euros chaque truc, ça peut peut-être faire le taf. D'ailleurs, concernant d'autres produits phares de la marque, c'est l'huile de douche qui est extrêmement recommandée et mise en avant selon certains utilisateurs. Et est-ce que c'est d'ailleurs réellement une huile de douche ? Parce que, est-ce que tu savais que la moitié des huiles de douche sur le marché n'étaient en réalité pas des huiles de douche, mais bien des gels lavants avec l'ajout de glycérine pour contrer l'effet asséchant des sulfates. En effet, c'est notamment le cas avec une des huiles la plus connue sur le marché, qui est l'huile de chez La Roche-Posay, qui a une couleur d'ailleurs qui est légèrement jaune, un petit peu comme une huile, c'est assez curieux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, dans la composition, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, il y a des tensioactifs sulfatés, il y a l'ajout de glycérine justement pour baisser ce potentiel décapant, mais il n'y a quasiment pas d'huile dans les premiers ingrédients, tout simplement parce qu'une huile, l'huile n'est pas faite pour laver, l'huile elle est faite pour graisser, pour protéger la peau. Et donc, est-ce que l'huile de douche, la rosée, est réellement une huile de douche ou est-ce que c'est tout simplement des sulfates avec de la glycérine ? Eh bien, je dois te dire que la composition m'a fait descendre de 4 étages. En effet, on retrouve énormément d'ingrédients qu'on ne veut pas avoir dans nos cosmétiques bio. Et là, je dois vous avouer que je comprends pas le rapport, parce que là, on était vraiment sur quasiment un perfect. Enfin, c'est pas parfait, on peut toujours améliorer le truc, mais il y a tellement pire dans les compositions. Et là, en fait, on va retrouver des sulfates, des composés étoxylés qui sont extrêmement toxiques à produire. Puis, on va retrouver, en fait, là, par contre, on va vraiment avoir de l'huile dedans, de l'huile de tournesol et une huile estérifiée qui sont mélangées entre elles par la cocamide DEA, qui permet justement d'avoir une bonne miscibilité entre les sulfates et les huiles. Cependant, c'est quand même un ingrédient, je souhaite souligner, qui peut éventuellement réagir avec d'autres et créer ce qu'on appelle des nitrosamines cancérigènes. Alors, est-ce que c'est le cas ici ? Peut-être pas, j'ose espérer que non. Je pense qu'il y a quand même des huiles lavantes. Je pense qu'il y a quand même des huiles ou des pains sur gras, des savons sur qui sont peut-être un petit peu plus naturels sur le marché. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis concernant cette huile. Et concernant le déodorant, parce qu'aussi c'est un produit qu'on utilise énormément, je pense que ça sera plutôt efficace et je le trouve extrêmement intéressant au niveau de la composition. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser une synergie d'hydroxyde de magnésium qui est très connue justement pour éviter le développement bactériologique sous les aisselles, en fait qui cause bien souvent les mauvaises odeurs, mais également de la terre de diatomée qui est là pour absorber l'excès de transpiration et éviter les aisselles trop humides. Donc globalement, je trouve la composition très bonne et je pense d'ailleurs que son efficacité est au rendez-vous. Que conclure de La Rosée ? La Rosée est une marque globalement qui a des compositions plutôt correctes, plutôt simples également, comme on nous l'avait annoncé dans l'introduction. Mais effectivement, on va retrouver quelques petites fausses notes sur quelques références, mais rien de dramatique. On est globalement sur des produits à base de naturel, qui souhaitent donc concurrencer, on l'a bien compris, les marques comme Caudalie, Garancia, Chlorane, Melvita, grâce notamment à des packagings un petit peu plus frais, grâce à des prix plus attractifs, La Rosée souhaite attirer une clientèle un petit peu plus jeune, mais surtout consciente des enjeux écologiques qui se font sentir aujourd'hui. Cependant, on peut lui reprocher son manque de cohérence concernant son expansion internationale jusqu'en Corée. Là où je vous le rappelle encore, la Corée, dont la K-beauty est un marché qui est en totale saturation. Alors, oui, les Coréens adorent les produits français. Mais c'est vrai que je suis pas sûre que la Corée, en termes de marché, le beauty market, je pense qu'ils ont de quoi faire chez eux, hein, en termes de marque de beauté tout court. Mais je pense qu'il y a quand même... En fait, à choisir entre les deux, moi j'irais dans la K-beauty, hein, pour être très honnête, même si les compositions sont pas naturelles. Et pareil, je me pose toujours cette question de la non-publication du bilan carbone sur l'année 2023. Cette marque est plutôt adaptée à un profil de peau normale à sèche, mais qui n'ont pas de problématiques ou d'allergies liées aux cosmétiques parfumés. Et si je devais choisir entre ces deux marques pour tester, je te mens pas, je choisirais Yepoda. Parce que je trouve que les compositions de chez La Rosée sont légèrement plus simples,
légèrement moins adapté à mon profil de peau, mais surtout qu'il n'y a pas d'actifs traitants pour l'acné. Et Dieu seul sait qu'il y a des actifs qui sont juste exceptionnels pour exfolier, limiter les inflammations et éviter les taches pigmentaires liées à la cicatrisation. Si tu as une marque que tu veux que j'analyse, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. J'essaierai de prendre la marque qui sera la plus likée pour une prochaine analyse. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.